Salut l'équipe, aujourd'hui c'était prévu, je poursuis mon arc sur la trade deadline qui arrive très vite, le 8 février. Alors après vous avoir parlé de la conférence Est, la semaine dernière, il est temps de partir sur l'Ouest, en mode coast to coast. Du coup yes, on repart sur 15 teams aujourd'hui encore, on a du pain sur la planche. Pour chacune d'entre elles, en quelques mots, j'identifierai les principaux besoins, histoire de savoir grosso modo dans quel secteur il serait cohérent de recruter. Ensuite, j'irai voir parmi les joueurs potentiellement sur le marché, quel profil pourrait correspondre. Puis vous vous rappelez, histoire de rajouter un petit peu de difficulté, à chaque fois que j'associais un joueur à une équipe, je m'interdisais ensuite de le mettre ailleurs, pour encore une fois plus de cohérence. Et bien là on va faire pareil, de plus, interdit pour moi de réévoquer les joueurs que j'ai évoqués samedi dernier. On va parler de 15 nouveaux aujourd'hui. L'objectif sera à chaque fois de trouver, parmi les joueurs potentiellement disponibles et transférables, quel profil fitterait le mieux avec l'équipe concernée. Bref, rien de sorcier, je n'en fais pas des tonnes, on fait juste comme la semaine dernière, du coup on y va, quel joueur irait le mieux dans ta team pour la trade deadline. On commence par Dallas, équipe dans laquelle actuellement Luka Doncic évolue à un niveau exceptionnel. Le truc c'est qu'autour de lui qui déjà joue meneur, l'embouteillage sur les postes arrière est réel. Entre Kyrie Irving bien évidemment, mais aussi Tim Hardaway Jr., Josh Green, Seth Curry, Jaden Hardy et Dante Exum, tout le monde mérite de jouer. Mais pour obtenir des minutes, c'est la guerre. Le truc par contre, c'est qu'il n'y a absolument pas la même profondeur à l'intérieur. Derek Lively est une super satisfaction, mais il reste un rookie, il doit encore apprendre. Grant Williams, en termes de shoot et de défense, affiche un impact nécessaire chez ses Mavs aussi. Mais derrière, Dwight Powell et Richaun Holmes affichent toujours les mêmes limites, tandis que Max Kleber squatte l'infirmerie. L'équipe se fait dominer au rebond match après match, et sur le long terme, ou pour les playoffs, ce n'est absolument pas viable. Alors vous me voyez venir, ce n'est pas sorcier. Pour moi, à Dallas, il faut dégager des arrières pour faire venir des intérieurs. Logique. Et puis si à côté de ça, à ce poste, on pouvait obtenir une option 3 au scoring, qui offrirait une alternative à Luka Doncic et à Kyrie Irving, ce ne serait pas du luxe non plus. C'est ainsi que le premier profil qui me vient en tête, c'est Kyle Kuzma. Certes, sa défense laisse à désirer, mais il a tout de même les outils nécessaires pour switcher, si besoin, et à Dallas, il apporterait un talent remarquable dans un secteur qui en manque cruellement. Il est en plus de ça un joueur qui peut attirer les défenses grâce à sa capacité à s'écarter et à créer ses tirs. Il est important de montrer à Luka Doncic que l'équipe désire être ambitieuse à court terme, et la venue de Kuzma pourrait représenter un signal fort. Pour l'avoir, il faudra au moins lâcher, je pense, un premier tour et un prospect de qualité, et à mon sens, Dallas a les assets suffisants pour récupérer un joueur de ce profil. Passons aux Nuggets maintenant, qui, j'ai l'impression, présentent plus ou moins toujours le même souci que l'année dernière, même si ça ne les a pas empêchés de gagner un titre. Mais ce qu'on voit encore et toujours, c'est un Nikola Jokic qui, lors des gros matchs ou en playoff, n'a pas le choix que de passer une quarantaine de minutes sur le terrain par rencontre. Si jusque-là ça n'empêche pas le Joker de s'en sortir et de faire le taf, même dans le rouge, se donner la possibilité de lui donner un peu de repos ne serait pas un luxe. DeAndre Jordan a beau pouvoir dépanner en saison, en playoff, son profil le rend inutilisable. Parce que ouais, à côté de ça, ce roster, à Denver, je le trouve plutôt complet, il manque juste un pivot backup. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de se focus dessus à la deadline, un petit peu comme ça avait été le cas avec Thomas Bryant l'année dernière. Voilà pourquoi je serai les Nuggets, j'irai taper à la porte des Wizards pour connaître le prix de Daniel Gafford. Dans le rôle de backup, je pense que même dans une équipe compétitive, il peut apporter ce qu'il faut. Capable d'avoir un impact conséquent en un faible temps de jeu, il peut poser des écrans, courir de cercle en cercle, prendre des rebonds, attraper des passes lobées, c'est bien. Cette saison, en à peine 26 minutes, le pivot tourne à 2 contre par match, et son profil, je pense, pourrait bien compléter celui de Jokic. Bon après, ça ne sert à rien de bouleverser l'équipe pour l'obtenir, mais si les Nuggets ont l'occasion d'obtenir un intérieur dans son profil pour une faible contrepartie, ils auraient tort de se priver. Un prospect plus un pick du premier ou du second tour, selon la valeur du prospect, pourrait ceci dit amplement suffire pour obtenir Gafford. Chez les Warriors, maintenant, il faut beaucoup de choses, mais si on ne devait en garder qu'une seule, la priorité pour moi serait d'épauler et d'entourer Stephen Curry mieux que ça. Klay Thompson cette saison est en grande difficulté, et malgré quelques rares sursauts d'orgueil, sa confiance semble touchée. En parallèle, Draymond Green est toujours aussi imprévisible, et Andrew Wiggins mentalement paraît complètement à côté de la plaque. Rien ne va à Golden State. Ceci dit, à Golden State, même si à mon sens les anciens sont intouchables, il existe tout de même dans l'effectif des assets, susceptibles d'intéresser d'autres équipes. Sans parler des jeunes comme Kuminga ou Moody, d'autres joueurs comme Wiggins et Paul, dont le contrat pourrait être super intéressant, dans le cadre d'un transfert, sont annoncés potentiellement comme partants. Ouais mais d'accord, tout ça c'est bien, ça fait des gros noms, mais pour obtenir qui? Eh bien, je vous le dis, mon petit kiff serait de voir DeMar DeRozan rejoindre les Splash Brothers. À 34 ans, je pense qu'il peut tout à fait trouver sa place dans cette team de trentenaires, et sur le terrain, son jeu à mi-distance peut je pense s'avérer ultra complémentaire aux qualités de shoot de l'équipe. Avec des espaces, Dibo peut vraiment se retrouver dans des conditions idéales pour briller. Son scoring apportera à Steve Kerr une option 2, qui actuellement n'existe pas à Golden State. Le besoin d'un joueur comme
comme lui se fait de plus en plus ressentir. Puis au vu du statut de free agent de DeRozan cet été, en plus, à mon avis, il n'y aura pas besoin de lâcher grand chose pour l'obtenir. Un first round plus des joueurs qui matchent son salaire pourrait, je pense, amplement suffire pour convaincre Chicago. Alors je serai Mike Dunleavy Jr., je n'hésiterai pas longtemps, je pense, avant d'aller discuter avec les Bulls. Faisons un tour à Houston, désormais, une équipe à la base très jeune, qui a su depuis ajouter des vétérans, pour se montrer un minimum compétitive. Franchement, dans cette team c'est cool, Fred VanVleet joue le rôle de playmaker à merveille, Dillon Brooks enfile parfaitement son costume de chien de la casse, Jeff Green joue toujours de bonnes minutes, tandis que les jeunes, menés par Alperen Sengun, continuent de progresser. A priori, en plus de ça, au moins, au premier coup d'œil, il y a du monde à tous les postes dans cet effectif, ou presque. Le seul truc, c'est que même si la signature de Jock Landale a fait du bien cet été, il reste, je trouve, difficile de lui donner de grosses minutes encore au poste de pivot. Beaucoup de choses en ce moment à Houston passent donc par Sengun, et lui enlever un petit peu de charge en lui trouvant un bon backup pourrait être positif, je trouve, pour l'équipe et pour le développement du joueur. Et justement, dans ce profil, j'aime beaucoup ce que pourrait apporter Kelly Olynyk du Utah Jazz. Parmi les pivots qui s'écartent, il est toujours l'un des meilleurs spécialistes en NBA. Dans l'ombre à Houston, il apporterait son sens du jeu, son tir et ses passes en enfilant son costume de facilitateur là, et clairement, il serait, je trouve, grâce notamment à sa qualité de shoot, une super alternative au jeune pivot turc. Il sera peut-être difficile de convaincre le Jazz, mais quelques salaires, notamment expirants, et un bon package de bons second tours pourrait finalement faire l'affaire. Pour notre arrivée à Los Angeles, on commence par les Clippers, qui en ce moment tournent super bien. Après un début de campagne difficile, Kawhi Leonard s'impose en véritable boss des deux côtés du terrain, tandis qu'autour de lui, James Harden trouve bien sa place, Paul George joue le rôle de couteau suisse, et Russell Westbrook dynamise la seconde unit. Ça fonctionne bien ces Clips. Le problème, c'est que pour obtenir Harden, l'équipe a lâché pas mal de role-players, notamment au poste 3 et au poste 4. Dans l'équipe, ça manque, je pense, de qualité athlétique dans ce secteur, et même si à mon sens, il n'y a pas grand-chose à toucher dans cet effectif, la deadline peut quand même permettre de résoudre ce souci. Et là, je ne sais pas ce que veulent faire les Rockets avec Jason Tate, mais au vu de la concurrence à Houston sur son poste, il pourrait être une cible de choix pour les Clippers, je me dis. En tant que joueur de rotation qui peut apporter de l'expérience et de l'énergie au poste 4, lui qui avant tout est un spécialiste de la défense, il est tout à fait capable de faire le job. Son salaire est facilement absorbable en plus, et il se peut qu'un petit peu de capital de draft suffise à convaincre les Rockets de le lâcher. Maintenant, chez les voisins des Lakers, le constat n'est pas tout à fait le même. Si globalement LeBron James et Anthony Davis font le boulot qu'on leur demande de faire, autour d'eux c'est plus aléatoire. Des role-players, il y en a, mais personne n'est vraiment régulier, et aller choper une véritable option 3 offensive sur laquelle on peut compter tous les soirs, et qui pourrait écarter le jeu, ce ne serait pas du luxe. Souvent, pourtant, j'entends qu'il faut ajouter de la défense à ces Lakers, et je ne suis pas d'accord. Et AD gère en défense, et rien qu'à lui tout seul, ou presque, il peut faire des Angelinos une équipe très performante dans ce domaine. Par contre, en attaque, LeBron ne peut pas tout créer tout seul, tandis que Anthony Davis est bien plus un finisseur qu'un créateur. Les Lakers sont l'une des équipes les pires de la ligue à 3 points, et en attaque c'est flagrant, le ballon circule peu et les espaces manquent. Voilà pourquoi Bogdan Bogdanovic pourrait être l'une de mes priorités si j'appartenais au front office des Lakers. À Atlanta, quasi toute l'équipe a l'air transférable autour de Trae Young, et c'est peut-être le moment d'en profiter. Dans son rôle, à 31 ans, il fait partie des scoreurs les plus efficaces de la ligue, grâce à une grosse adresse de loin, un bon jeu off-ball, mais aussi une grosse capacité à créer pour lui. Non, pour moi, il correspond tout à fait aux besoins que j'ai identifiés chez les Lakers, sans pourtant avoir à casser l'équipe et à exploser le groupe, comme ce serait le cas par exemple pour un joueur comme Dejounte Murray, qui est souvent annoncé ces derniers temps. Pour le Serbe, un first round plus un contrat expirant pourrait suffire, et je pense que les Lakers seraient plutôt inspirés de s'intéresser à ce dossier. Passons maintenant aux Grizzlies, et avec eux, autant dire les termes. Avec le mauvais début de saison, dû à la suspension de Ja Morant et la suite qui s'annonce très sombre au vu de sa blessure, lors de cette campagne, l'équipe ne joue absolument plus rien. Du coup, plus le choix, il faut tanker et commencer à penser à la saison suivante. Et là, on l'a vu, ces derniers temps, ces dernières années, au complet, cette équipe est capable de faire partie des plus talentueuses de la ligue. Des successions de drafts bien senties ont permis de bâtir une vraie team, très profonde et bien coachée en plus. Le souci là-bas, c'est que même si Steven Adams peut jouer ce rôle, il est souvent blessé, et on l'a vu l'année dernière, ça manque de vétérans pour entourer toute cette jeunesse. Bah ouais, cette équipe elle a beau être talentueuse, elle est encore très indisciplinée, sur et en dehors du terrain. Alors parmi les joueurs qui pourraient bouger, en NBA, je me dis que Gordon Hayward pourrait être une bonne pioche pour ces Grises. Alors que je ne suis pas sûr que l'on compte réellement sur lui. À Charlotte, il est un joueur qui à 33 ans a tout de même connu beaucoup de choses dans la ligue, des blessures au gros run de playoff, en passant par les sélections All-Star. Le vécu, il l'a, je n'ai aucun problème avec ça. Après ok, sur le terrain, il n'est peut-être plus dans la force de l'âge, mais quand même, il peut toujours planter ses 15 points par match et a toujours le niveau d'un titulaire solide en NBA. C'est juste qu'à Charlotte, on l'a un petit peu oublié. Après, il y a un risque, vu qu'il sera free agent en fin de saison, et c'est certain, pour lui, il ne faudra pas lâcher trop. Un deal, je pense, autour d'un jeune prospect et quelques seconds tours pourrait suffire pour l'obtenir. Ici, chez les Grizzlies, cet été, en ayant ses bird rights, on propose à Gordon Hayward un vrai rôle, dans un projet ambitieux, dans un 5 de départ qui manque vraiment d'un poste 3, je pense qu'il y aura moyen de le prolonger, pour pas trop cher en plus. Ça peut donc être un projet intéressant de le suivre. Chez les Timberwolves, qui actuellement luttent avec le Thunder pour la première place de la conférence
conférence Ouest, actuellement tout va bien. Enfin, ça, c'est au classement. Dans l'attitude, par contre, il y a des petits signaux qui parfois m'inquiètent un peu, et que ce serait bien de régler. Attention, par exemple, à l'excès de confiance. Ceci dit, même en sachant ça, est-ce que dans cet effectif, il y a vraiment besoin de bouger? Pas vraiment. Allez, si, ce que l'on pourrait se dire, c'est que peut-être que Mike Conley, 36 ans, est surutilisé. 30 minutes par match pour un vétéran comme lui, malgré ses qualités, ça fait beaucoup. Jordan McLaughlin est peut-être un petit peu léger pour le rôle de meneur backup dans une équipe si ambitieuse, tandis que Shake Milton et Nickel Alexander-Walker ne sont pas des meneurs de formation. Et ouais, si l'équipe fait partie de celles qui perd le plus de balles cette saison en NBA, ce n'est pas dû qu'au hasard. Pour moi, il faut donc un meneur backup, capable de faire souffler Conley, un organisateur si possible, et si en plus de ça, il peut scorer un minimum et mettre quelques shoots, ce sera un vrai plus. Voilà pourquoi, du côté des Wolves, ma priorité se nommerait Delon Wright. Il est un joueur sérieux, qui fait peu d'erreurs, qui peut performer des deux côtés du terrain, et surtout, à qui l'on peut faire confiance pour donner de grosses minutes quand les playoffs arrivent. Je pense qu'avec lui, les Wolves, sans avoir à bouleverser leur effectif, pourraient combler une bonne partie de leurs besoins, sur le banc ou au poste 1. Parce que ouais, en vrai, au vu de la situation de Washington, quelques seconds tours, juste un petit peu de capital de draft pourrait suffire pour les convaincre de le lâcher. Je serai les Wolves, c'est donc vers ce genre de profil que je me tournerai. Parlons des Pelicans maintenant, qui, sans faire de bruit, réalisent une saison plus qu'intéressante. Depuis le début de l'exercice, le niveau de la team monte crescendo, et aujourd'hui, cet effectif peut se montrer un minimum ambitieux. Le problème pour moi, c'est que ça manque encore d'un petit quelque chose pour véritablement être pris au sérieux. Williamson n'est pas aussi dominant que ce qu'il a pu l'être par le passé, mais on retiendra qu'au moins il joue au basket, c'est déjà bien. À côté de lui, Brandon Ingram fait le taf, mais je ne le vois pas leader, je n'arrive toujours pas à me convaincre qu'il est un vrai franchise player, je le vois plutôt comme un lieutenant de luxe. Enfin, CJ McCollum remplit son rôle lui aussi en option 3, mais pareil, à 32 ans, il est un joueur talentueux, mais à qui il a toujours manqué un petit quelque chose pour être All-Star. Perso, je vous le dis, je serai dans le management des Pels, je tenterai d'élaborer un très gros move, un blockbuster, mais pas en cours de saison, pas à la deadline, c'est trop tôt. Du coup, en attendant cet été, et potentiellement d'imaginer ça, j'essaierai de capitaliser au maximum sur l'effectif déjà en place. Surtout que maintenant que Kyle Lewis Jr. a été transféré, la franchise ne paye plus la luxury tax, je ne la vois donc pas prendre de risques et pas se mettre dans d'autres difficultés financières sur le marché des transferts là, avant la deadline. Voilà pourquoi je ne ferai pas de trade, mais ce n'est pas pour ça que je ne bougerai pas, j'explorerai quand même le marché des buyouts. Et sur celui-ci, ça se peut que l'on y retrouve très vite Kyle Lowry, tout juste transféré de Miami à Charlotte. Les Pels pourraient donc tenter leur coup concernant le vétéran, qui certes ne changera pas toute la dynamique de l'équipe, mais qui ne coûtera absolument rien. Cela permettrait de décaler CJ McCollum à son poste naturel, le poste 2, tout en apportant davantage de playmaking, un peu de shoot, mais aussi une présence vétéran qui sera essentielle en playoff. Comme je le disais, ça ne changera pas la face du monde, mais ça permettra au moins de renforcer un petit peu l'effectif en attendant peut-être les gros travaux qui seront mis en place cet été. Maintenant, Oklahoma City, et chez eux aussi, tout va très bien. Shai Gilgeous-Alexander évolue à un niveau de superstar de classe mondiale cette saison. Jalen Williams, de son côté, continue d'être excellent, et Chet Holmgren, en tant que rookie, apporte tout ce dont l'équipe avait besoin dans la peinture. Le Thunder trust actuellement les premières places de la conférence Ouest, et c'est plus que mérité. Du coup, encore une fois, pas besoin de chambouler tout l'effectif, juste besoin de faire quelques ajustements peut-être. Et là, je me dis que quand les playoffs vont arriver, le duo Chet Holmgren-Jalen Williams pourrait s'avérer être un peu tendre au poste 5. Derrière eux, j'aimerais donc prendre un tonton, pas forcément hyper talentueux, mais qui peut prendre des coups, qui peut en mettre, qui peut défendre dur aussi, et qui si possible prendra des rebonds. Et là dans le profil, Bismack Biyombo des Grizzlies me semble parfait, sachant qu'on l'a dit en plus de ça, à Memphis, la saison est finie, on n'a pas vraiment besoin de lui. Le pivot est un mec costaud, athlétique, et à 31 ans, il aura pile l'expérience qu'il faudra pour apporter sa combativité, une bonne dizaine de minutes par match, même en playoff. Ça pourrait faire du bien. Pour l'obtenir, des seconds tours de draft pourraient suffire, et je serai le Thunder, je tenterai ma chance je pense. Place maintenant aux Suns, qui après avoir balbutié un petit peu en début de saison, commence enfin à relever la tête autour d'un Kevin Durant impressionnant au vu du niveau qu'il affiche à 35 ans. À côté de lui, on voit que Booker, après son absence de début de saison, retrouve le rythme, Bradley Beal s'intègre, et ça y est, la machine est lancée. Sauf que derrière le trio, mis à part Grayson Allen peut-être, je trouve que ça manque cruellement de profondeur, notamment à la création. Eric Gordon est bien gentil, il peut toujours mettre quelques points, quelques shoots, mais à 36 ans, il n'est clairement plus le joueur qu'il était. Non, chez les Suns, c'est encore et toujours la même histoire, il faut densifier ce banc. Et là je me dis que pour ça, le management serait très inspiré à l'idée d'aller choper un mec comme Alec Burks du côté de Détroit. Même si lui aussi est un poste 2 de formation, il peut quand même tout à fait porter la balle et organiser un minimum le jeu. Pour moi, il est un joueur très sous-coté, qui peut tout à fait cohabiter autour de superstars, en profitant des espaces et des opportunités qui lui seront données. Le mec peut apporter du shoot et de la création en sortie de banc, et à mon sens, c'est tout ce qu'il faut à ces Suns pour densifier leur rotation. Et vu que son contrat est expirant, des seconds tours pourraient convaincre Détroit de le lâcher. Et je me dis qu'à Phoenix, ce serait quand même bête de ne pas tenter sa chance.
Let's go Portland maintenant, une équipe en pleine reconstruction depuis le départ en début de saison de Damian Lillard et qui désormais peut se permettre d'être patiente. Entre Scoot Henderson qui peu à peu commence à assimiler le jeu NBA, Shaedon Sharpe qui possède un potentiel immense, ou même Anthony Simons ou DeAndre Ayton qui ne dépasse pas les 25 ans, l'équipe a pas mal de jeunesse autour de laquelle capitaliser, même si je crois de moins en moins à l'avenir de All-Star du pivot. Et je me dis que pendant ce temps, il n'y a pas grand chose à faire à part développer ses prospects et peut-être de continuer à rajeunir l'équipe. Dans cette optique, je me dis qu'essayer d'aller choper un Nikola Jovic qui, enfin, commence à avoir un tout petit peu de temps de jeu à Miami pourrait être intéressant. Chez le Heat, on n'a pas le temps de le développer convenablement, et son manque de défense le privera sûrement de minutes en playoff. Par contre, à Portland, on s'en fout, on a de quoi lui donner des opportunités afin de voir ce qu'il vaut vraiment en étant responsabilisé. Et ça peut être cool, ça peut lui permettre de se développer. Je pense que pour l'obtenir, un role player capable de performer pour Miami en playoff, plus un second tour, pourrait suffire. Jovic peut même servir de monnaie d'échange dans un deal de plus grande envergure, autour de Jeremy Grant par exemple, ou même autour de Malcolm Brogdon, dans un gros blockbuster à 3 ou 4 équipes. Voyons si un tel scénario est possible à envisager, mais en attendant, je pense que ce qu'il faut à Portland, de toute façon, ce sont des jeunes, rien d'autre. Passons maintenant aux Sacramento Kings qui cette année confirment bien leur bonne saison de l'année dernière, mais qui actuellement semblent un tout petit peu plafonnés. Malgré tout le potentiel de cette team, difficile de les imaginer passer un deuxième tour de playoff. Autour de De'Aaron Fox qui montre de plus en plus qu'il est un vrai franchise player et de Domantas Sabonis qui a une importance essentielle dans le jeu collectif grâce à ses passes et ses rebonds, l'attaque tourne plutôt bien encore à Sacramento, même si ça ne serait pas malvenu que Kevin Huerter mette un peu plus ses tirs. Non, moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la défense en playoff, notamment dans la raquette, et aux côtés de Domantas, Harrison Barnes n'est plus suffisamment athlétique pour courir, sauter et switcher partout comme il pouvait le faire à l'époque. Voilà pourquoi, du côté des Kings, un profil défensif comme Jonathan Isaac me tenterait super fort. Pour moi, en termes d'outils, avec sa longueur et sa mobilité, il reste un joueur qui possède le profil idéal pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de la NBA à son poste. Il a peut-être juste besoin de rester en bonne santé et d'être mis en lumière dans une équipe ambitieuse et qui a besoin de lui, comme Sacramento, pour que le grand public s'en rende compte, et j'avoue que j'aimerais bien voir ça. Surtout qu'on en a déjà parlé, à Orlando c'est un petit peu l'inverse. On a de la jeunesse et on a besoin d'expérience. Tenter d'imaginer un deal donc avec Barnes d'un côté et Isaac de l'autre ne me paraîtrait pas du tout déconnant pour chacune de ces deux équipes. Let's go les Spurs maintenant, cette équipe qui depuis le début de la saison ressemble à un laboratoire géant, tant Greg Popovich, tel un savant fou, expérimente tout ce qu'il est possible d'expérimenter. Il donne beaucoup de liberté à ses joueurs, et Wemby, malgré le manque d'organisation, performe, prouvant à la planète entière que la hype qui existait avant sa draft n'était pas volée. Le problème, on ne va pas se mentir, c'est que même si les Spurs ne jouent rien cette saison, ça manque quand même cruellement de playmaking, de circulation de balles et de présence vétéran. Ouais, à San Antonio, il y a beaucoup de jeunes, et des excuses existent, mais en vrai, le jeu me semble beaucoup trop désorganisé, beaucoup trop brouillon pour que justement ces jeunes se développent dans les meilleures conditions possibles. Alors pourquoi ne pas essayer d'aller choper un Chris Paul qui, en ce moment, en NBA, semble complètement indésirable, ou pas loin. À Golden State, l'équipe galère en ce moment, et même s'il montre qu'au niveau du playmaking, le point guard est toujours là, de vrais doutes existent quant à sa compatibilité avec les besoins de l'équipe, et l'impact qu'il pourrait avoir en playoff. En parallèle, il l'a montré plusieurs fois dans sa carrière, et notamment à OKC, il est un joueur qui peut être un vrai mentor pour les jeunes, et ça pour moi c'est ce qu'il faut aux Spurs. Pour l'obtenir, je pense qu'il suffit de matcher son salaire avec des role players, comme peuvent l'être Doug McDermott ou Devonte Graham. Franchement, ça pourrait faire l'affaire. Recruter un tonton comme lui, garant de la circulation de balles, du jeu, mais aussi du développement de la jeunesse, à San Antonio me paraît super intéressant. Je le pense vraiment capable de mettre Victor dans les meilleures conditions possibles, et ça pourrait représenter une vraie plus-value dans son développement. Alors je me dis que s'il n'arrive pas à remporter de titre, former Wemby pourrait finalement représenter un objectif plutôt motivant pour la fin de carrière de Chris Paul. Allez, on termine avec le Jazz, une équipe pour laquelle il est très difficile d'avoir un avis tranché, je trouve. Tente-t-il d'être ambitieux ou tente-t-il de reconstruire? Je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont un peu entre deux eaux. Lauri Markkanen cette saison est encore très bon, mais pareil, le concernant j'ai des doutes. Peut-il vraiment être le franchise player d'une équipe compétitive ou est-il plutôt une option 2? Et s'il peut l'être ce franchise player, est-il suffisamment bien entouré à Utah? Ça paraît évident que non. Voilà pourquoi, si j'étais Danny Ainge, je profiterais de la deadline pour faire un coup, et essayer de voir ce que ça peut donner, Markkanen dans une équipe compétitive. Pourquoi donc ne pas essayer d'aller chercher un All-Star ou un ancien All-Star dont la valeur potentiellement pourrait être basse à l'heure actuelle. Le GM est très bon là-dedans, il vend ses joueurs quand leur cote est haute et les achète quand leur cote est basse. C'est la base, je sais, mais tout le monde ne le fait pas. Et dans le profil que j'imagine, parmi les joueurs susceptibles d'être transférés, est-ce que vous pensez à qui je pense? Pas sûr. Parce que ouais, je sais que les rumeurs n'en parlent pas et que ce serait un petit kiff pour moi, mais je serais très curieux de voir Zach LaVine à Utah. L'arrière possède de vraies limites, c'est sûr, que ce soit dans l'attitude, dans l'implication et dans la défense, mais quoi que vous en pensiez, il reste un excellent joueur de basket, capable de planter 25 points tous les soirs, presque les yeux fermés. Le
truc, c'est que son attitude n'est pas au top ces dernières saisons. Il a l'air lassé du contexte à Chicago, et un nouveau départ lui ferait du bien, je pense, pour relancer sa carrière. Le problème chez les Bulls, c'est que pendant que cette situation s'enquiste, la valeur de l'arrière baisse, et à Chicago, je pense qu'il faut le transférer le plus vite possible, avant qu'il ne vaille zéro. Alors si le Jazz veut tenter un coup, un prospect de bonne qualité, et un premier tour de draft pourrait finalement faire l'affaire pour le Jazz pour obtenir Zach LaVine. Bien sûr, pour matcher le salaire de l'arrière, il faudra ajouter des salaires aussi, et si possible des contrats expirants, mais Utah peut le faire, et ça peut faire un package intéressant pour Chicago. Même si sa présence ne permettra pas à Utah d'aller jusqu'au titre, elle pourrait tout de même apporter un deuxième pilier à côté de Markkanen pour essayer de construire autour pour la suite. Pour moi, ça peut être intéressant pour cette franchise du Jazz, en tout cas suffisamment pour que je termine avec cette idée, que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et que je vous dis à très vite.